Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Ravi de vous accueillir dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts avec IMT Business School. Lors du précédent épisode, le premier épisode, toujours disponible, nous avions exploré les enjeux de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va se pencher sur une thématique incontournable dans le monde numérique, l'intelligence digitale, ses implications dans divers domaines et en particulier dans le marketing et l'économie numérique. Bien sûr, l'intelligence artificielle en fait partie et nous irons plus loin en explorant également d'autres outils et d'autres technologies. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Lefrère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à IMT Business School. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour briser la glace, si je devais d'abord vous demander de vous présenter, nous raconter votre parcours au sein de IMT Business School. Alors j'ai fait une thèse en économie sur les données personnelles, c'est bien, puisqu'après il y a eu tous les événements Facebook, Cambridge Analytica, etc. Donc j'ai été embauché à Institut Mines Télécom Business School en tant que maître de conférence en économie et je continue à travailler sur les thématiques de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, des plateformes et du coup de l'intelligence artificielle. Et je reviens d'un séjour au MIT où j'ai passé 8 mois pour étudier l'intelligence artificielle avec d'autres chercheurs. Voilà. Je le disais, maître de conférence en économie, c'est quoi concrètement le rôle d'un maître de conférence en économie? Le rôle, c'est. Alors, il y a la partie enseignement, donc c'est former les économistes et les managers de demain à comprendre les enjeux économiques portés sur le digital. Et il y a la partie recherche, où là, ça va être plus essayer de voir les mécanismes en jeu spécifiques à l'économie numérique par rapport aux autres mécanismes qu'on peut voir dans l'économie. Je le disais, on va parler d'intelligence digitale durant cet échange. Comment vous définiriez simplement et selon votre expérience ce qu'est l'intelligence digitale? Alors, pour commencer, avant de parler, il y a deux termes, intelligence et digital, donc je ne vais pas faire le professeur de philo qui va définir tous les termes, mais l'idée c'est d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le digital, c'est que les coûts de stockage, de transfert et d'analyse de données ont été baissés de manière drastique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le monde du digital, c'est un monde de la donnée, notamment, et c'est grâce à la donnée qu'on peut faire l'intelligence artificielle. Donc, et l'intelligence, c'est la capacité à évoluer dans le monde, dans un monde qui nous entoure et à en prendre les aspects positifs, à avoir un regard critique et ainsi de suite. Donc l'intelligence digitale, je dirais que c'est cette combinaison, c'est-à-dire réussir à utiliser les outils digitaux de la meilleure manière possible afin d'en tirer le plus grand bénéfice personnel, économique, peu importe. Et donc pour ça, il faut utiliser, je pense, en grande partie les données fournies par tout ce qui est technologie numérique. Alors justement, on va le voir. C'est véritablement un tournant majeur pour l'économie numérique. L'intelligence digitale, elle transforme profondément les secteurs, notamment avec le marketing et l'économie numérique. Domaine que vous enseignez d'ailleurs à IMT Business School. Mais ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un ensemble d'outils numériques qui redéfinissent finalement toute notre manière de travailler. Quels sont selon vous les grands changements induits par l'intelligence digitale dans tous ces domaines? L'intelligence digitale, elle est marquée par le fait qu'elle touche tous les secteurs. C'est-à-dire qu'elle va toucher la com, comme les parties administratives, comme les enseignants, comme la partie technique. Un développeur peut être aidé, peut coder avec l'intelligence artificielle par exemple. Donc elle touche toutes les strates en fait, de l'organisation. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien réussir à délimiter quels sont les périmètres d'action que la personne doit avoir et comment elle peut manier de manière le plus efficace possible, on va dire, ces outils-là. Et on peut prendre plein d'exemples qui ont modifié, par exemple, dans le marketing. Maintenant, il y a la génération d'images. Donc la question, c'est est-ce qu'on aura besoin de mannequins demain, sachant qu'on pourra moduler une image en fonction de nos envies, de l'envie de la marque, mais aussi en fonction de la personne qui va recevoir la pub. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce film Minority Report où il traverse dans le magasin et les publicités sont ciblées par rapport à la personne. Donc vous avez cette possibilité que chaque personne reçoive une image
spécifiques, par exemple. Donc ça, c'est un exemple dans le marketing, mais on peut en prendre plein d'autres dans plein d'autres secteurs. Comment les entreprises aujourd'hui, elles intègrent cette intelligence digitale dans les stratégies marketing, mais aussi de développement? Alors, pour l'instant, justement, contrairement au fantasme, assez mal. Il y a une étude qui est sortie assez récemment qui montre qu'en 2017, les entreprises utilisaient qu'1% de leurs données. Et en 2022, ils ont refait la même étude. Et on est toujours à 1% des données utilisées. Donc au final, tout le monde parle de numérique, mais c'est assez peu implémenté par méconnaissance et par aussi euh, peur du changement, on peut dire. Toutes ces choses-là font que ce n'est pas forcément si facile que ça pour les entreprises d'intégrer de manière totalement efficace les changements liés à l'intelligence digitale. Alors, bien sûr qu'elles le font, elles le font. Donc, ça va être, par exemple, pouvoir utiliser d'autres vecteurs de communication, les réseaux sociaux, même au sein de l'entreprise, des chats personnalisés. On voit aujourd'hui que certaines entreprises créent leur propre LLM, donc leur propre chat GPT, pour que les employés puissent poser des questions très spécifiques à leur domaine. On voit aussi que de plus en plus les données sont utilisées dans un but de performance et plus juste par une idée qu'aurait la direction par exemple de ce que c'est qu'une bonne performance. Aujourd'hui on utilise énormément les retours grâce aux données. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir que ces entreprises s'y mettent un peu plus encore et fassent évoluer ce chiffre que vous nous partagez. Comment à IMT Business School vous assurez que vos étudiants auront une aisance avec tous ces outils avec lesquels ils ne pourront pas faire autrement? Alors, c'est, je pense, en plusieurs étapes. La première étape, c'est une acculturation pour les étudiants à manier les outils, à les comprendre et à interagir avec les outils numériques. On est en train aussi de modifier nos plaquettes de cours de manière régulière afin qu'elles correspondent aux attentes du marché mais aussi de la société. Et donc par exemple récemment, je suis porteur d'un projet où il y a plusieurs entreprises et où l'État participe au projet MacMia qui vise à former les étudiants à l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà, donc par exemple, aujourd'hui, on va multiplier le nombre de cours où l'intelligence artificielle est présente, soit dans le maniement, parce que je pense que pour vraiment comprendre un outil, il faut le manier et le comprendre. Donc l'idée n'est pas de former des managers qui savent créer de facto une intelligence artificielle par eux-mêmes, mais qui savent au moins l'utiliser à minima et en comprendre les enjeux, donc en la maniant, mais de manière un peu technique, mais aussi en regardant tout ce que ça apporte d'un point de vue business, tous les problèmes éthiques que ça pose, le green AI, l'éthique, les biais, etc., pour être sûr que ces managers-là soient formés aux enjeux, et pas que seulement au côté technique et au côté business. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce sont les collaborateurs actuels qui vont devoir se réadapter ou finalement c'est les futurs collaborateurs, celles et ceux que vous êtes en train de former aujourd'hui, qui arriveront sur le marché du travail avec ces compétences-là? Je Ou un peu des deux? pense qu'il y aura forcément un peu des deux. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une innovation qui révolutionne le marché. On peut penser à Excel qui au début était fort que pour les comptables et maintenant n'importe qui sait manier Excel, sait faire des tableaux croisés presque. Ou en tout cas, même des gens dans l'administration font des tableaux avec Excel. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait une montée en compétences d'un côté et de l'autre que les jeunes générations avaient un vrai pouvoir au sein de l'entreprise parce qu'elle savait manier ses outils bien mieux que les anciennes générations. Mais on le voit aussi avec les réseaux sociaux. Par exemple, je suis dans la com ou dans le marketing, un jeune qui arrive parce qu'il a su utiliser TikTok est probablement plus pertinent à certains égards que quelqu'un de la vieille garde dans le marketing. Et donc, toutes ces choses-là sont en effet, je pense, une vraie chance pour la jeune génération si elle prend en main ces opportunités. Et je l'ai vu moi dans le monde de la data. Ceux qui ont fait de l'analyse de données il y a 6-7 ans avant que ça devienne totalement à la mode, aujourd'hui ont des postes extrêmement importants parce qu'ils étaient les seuls à être formés à ce niveau-là et qu'ils ont pris une place prépondérante. On le voit, la digitalisation, elle permet une personnalisation de plus en plus poussée des services. Est-ce que c'est sans limite? C'est quoi peut-être même d'ailleurs la limite jusqu'où on peut aller sans perdre l'aspect humain dans la relation client? Ça, c'est une question extrêmement difficile d'y répondre et surtout qu'il y a plusieurs chapelles de pensée dans la littérature, par exemple.
Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir avec l'intelligence digitale? Il y en a forcément. Il y en a forcément. La question, c'est est-ce que la société, pour l'instant, est prête à accepter ces limites? Il y a eu assez peu de retours négatifs sur les quelques scandales que, par exemple, Facebook a connus avec Cambridge Analytica, WhatsApp, etc. Dans la personnalisation, c'est pareil, il y a eu des événements ou des micro-scandales qui ont mené assez peu de retours en arrière. Le seul retour en arrière un peu connu, c'était Amazon, mais c'était tout au début quand ils vendaient que des livres, qui avaient personnalisé les prix, et donc les gens qui achetaient beaucoup de livres payaient un peu plus cher leurs livres. Voilà, ça avait été découvert, scandale, ils avaient promis de ne plus jamais le refaire. La question aussi, c'est sociétalement parlant, à quel moment l'intelligence artificielle vous aide à décider ou décide pour vous. Et donc, souvent, ce qu'on cite, c'est 1984, voilà. Moi, je pense plus que c'est The Brand New World de Aldous Huxley, qui montre qu'en fait, on peut faire une société très heureuse sans aucune décision prise par l'individu, mais on lui enlève tout le libre arbitre. À partir de ce moment-là, c'est des questions sociétales. Le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite aujourd'hui que la société. On va passer à des exemples concrets. Ça, c'est vraiment parlant pour tout le monde. On va parler d'exemples concrets d'intégration de l'intelligence digitale, en particulier dans le domaine bien, du marketing et d'économie. Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises qui utilisent l'intelligence digitale avec succès dans leur stratégie marketing à nous partager? Alors oui, il y en a plein et la liste que je vais proposer là n'est pas exhaustive. Voilà. Je vais prendre un exemple très concret, c'est Shein, la marque de vêtements, qui, si vous voulez par exemple, propose tous les nouveaux modèles, sont mis sur leur page principale pendant X jours et ils en produisent très peu, 50, 100, 150. Les échelles peuvent varier, mais c'est l'idée. Et ils voient si ça marche. Si ça fonctionne, ils lancent d'autres productions et du coup, ça devient quelque chose de périn sur leur site. Si ce n'est pas le cas, ils arrêtent la production et ils passent à autre chose. Et donc, comment ils font ça? C'est que sur la page principale, ils peuvent, sur un site internet, avoir un retour immédiat du nombre de personnes qui ont vu le produit, qui ont cliqué dessus et qui ont été jusqu'à l'achat. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de transformation digitale qui a marché. Un autre exemple que je peux donner, après je ne vais pas faire tous les exemples, mais pour changer d'industrie, aujourd'hui un des leaders, parmi les leaders de la voiture autonome, vous retrouvez Google, vous retrouvez, bon, même s'ils ont arrêté pendant un moment, c'était Uber, vous retrouvez des géants de la tech, d'accord? Pour autant, si on vous avait posé la question il y a 20 ans, qui va faire une voiture qui vole, vous aurez peut-être dit General Motors ou Renault, par exemple, aujourd'hui, qui sont totalement absents de ces marchés-là. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question du pourquoi. Et en fait, la vérité, c'est que Google a tellement amassé de données avec Google Maps et le rachat de Waze, qu'ils ont beaucoup plus de données pour savoir comment les gens conduisent et comment il faut entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle conduise. Ce qui n'est pas le cas de Renault. Renault, il sait faire des moteurs. Voilà. Mais créer une intelligence qui sait dire à droite, à gauche, attention, on freine, Google a beaucoup plus de possibilités grâce à la donnée et à la transformation digitale. Aujourd'hui, quels sont les outils d'intelligence digitale qui sont le plus utilisés en économie? Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question de manière extrêmement précise, dans le sens où c'est tellement vaste et la définition d'intelligence digitale est extrêmement vague. Je pense que la première, et ça va faire un peu répétitif avec ce que je dis depuis le début, mais ce que j'y crois, c'est la donnée, d'accord? C'est pour la première chose que crée la digitalisation, pardon. La deuxième chose, ça va être évidemment l'intelligence artificielle, hein, qui va être un des outils prépondérants. Il était déjà, et ChatGPT a montré ce que c'était l'intelligence artificielle au grand public, et aussi aux grosses entreprises, il n'y a pas de souci. Mais dans les boîtes de la tech, ce n'était pas si nouveau que ça, l'intelligence artificielle, à ces niveaux-là, en tout cas à des niveaux aussi surprenants. Donc je pense que ce sont les deux principaux vecteurs. Et enfin, si je devrais en dire un dernier, c'est la rapidité d'exécution. D'accord ? La rapidité d'exécution dans l'intelligence digitale fait que aujourd'hui, les boîtes qui arrivent à s'adapter, c'est les boîtes, les entreprises qui arrivent à, si vous voulez, à absorber
cette rapidité et ce flux d'informations continu. On l'a vu il y a quelques instants, on parlait justement de ces limites éthiques. C'est vrai que ça soulève tout un tas d'enjeux éthiques très importants. Selon vous, comment les défis éthiques majeurs vont devoir être considérés dès l'adoption de l'intelligence digitale dans les entreprises? Alors, elles doivent l'être dès le début. Une des façons, c'est de former les personnes qui vont être leaders dans les entreprises. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut Mintel-Lecom à IMT Business School. C'est former ces personnes-là aux aspects éthiques. Les aspects éthiques, ils prennent plusieurs aspects. Le premier aspect auquel je pense, c'est les biais. Hein, d'accord, ça peut avoir des biais de genre. Donc, l'intelligence artificielle n'enlève pas tout ce qui est misogynie, par exemple, ou toute autre forme de Il n'y a pas de subtilité, en fait. C'est la loi des grands nombres, donc c'est la probabilité. S'il a été entraîné sur 70% de bases de données misogynes, il est fort probable que, même si on essaie de corriger, que l'output soit misogyne. L'intelligence artificielle n'est qu'un reflet, à l'heure actuelle, de ce qu'est la société. Donc il faut essayer d'y remédier. La littérature a tendance à montrer que c'est un peu moins grave, les biais avec l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas et que surtout qu'ils ne sont pas différents. Il y a tout ce qui est le côté environnemental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les leaders de l'intelligence artificielle, ChatGPT et autres, se posent la question en termes d'énergie, parce qu'à chaque fois que vous faites une question bête sur ChatGPT, c'est énormément d'énergie parce que c'est du calcul, etc. Et donc ça, il faut en avoir conscience parce que on peut faire le tri, on peut prendre le vélo, mais si derrière, pour le moindre petit souci, on interroge ChatGPT et en fait, on fait un jeu à somme nulle. Donc voilà, ça fait partie des éléments, et il y en a bien d'autres qui sont des éléments de représentativité, etc., etc. Je peux continuer sur les biais si vous voulez. Non, mais moi je veux bien que vous partagiez avec nous des exemples aussi concrets que vous avez dû voir au sein des élèves d'IMT Business School, notamment à travers des projets où j'imagine des cas d'études où l'intelligence digitale a permis finalement de transformer une stratégie marketing. Est-ce que ça, vous en avez des exemples? Alors, j'ai des exemples avec mes propres étudiants. Donc, ce ne sera pas sur du marketing, mais plus sur de l'économie et de la finance, si vous permettez. Par exemple, moi, je donne des cours d'analyse de données. Donc, dans l'analyse de données, il y a énormément de codage. Ce qui n'est pas passionnant, faut dire ce qui est, c'est-à-dire que c'est apprendre un langage, ce qui est assez ennuyeux et ce qui peut être extrêmement douloureux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'avantage, c'est que déjà, ils peuvent avoir sur ce genre de choses une base pour s'entraîner, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut leur dire où est-ce qu'ils ont fait faute, etc. Et donc, ils ont beaucoup moins besoin du professeur, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus loin. Ça leur permet aussi de faciliter énormément la compréhension du code. Et donc, du coup, ils peuvent se passer beaucoup plus sur le cœur du problème. Donc, par exemple, cette année, mes étudiants arrivaient à faire à créer une sorte de machine learning, donc de l'apprentissage automatique, où vous mettiez vos critères, par exemple, est-ce que vous êtes étudiant, votre critère principal c'est l'ensoleillement, et ce que vous aimez c'est la montagne plus que la mer, et en fonction de ces différents critères, il vous disait dans quelle région de France allez vous installer, par exemple. Et donc ça, c'est des choses qui avant étaient impossibles sans l'intelligence artificielle et sans ces outils-là, parce que le temps d'apprentissage pour coder ce genre de choses était beaucoup plus long. Aujourd'hui, ça facilite ce genre de choses. Pour autant, il faut qu'ils aient une vraie compréhension et une vraie critique de ce que produit l'intelligence artificielle, parce que des fois, c'est erroné. Donc, ça veut dire que parfois, il y a donc des distorsions dans la vie privée, sur la perception des réponses qu'on peut recevoir. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des distorsions en fonction de probabilités. C'est-à-dire que ChatGPT ne vous donnera jamais la même réponse ou des réponses un peu différentes en fonction de la question que vous posez. Ça dépend aussi comment il est entraîné et ça dépend de la manière dont vous allez poser la question, par exemple. Mais par exemple, si on prend l'actualité, l'intelligence artificielle sortie par une entreprise chinoise, si on demande si Taïwan appartient à la Chine ou pas, elle vous dira que Taïwan appartient à la Chine. Ça fait partie des éléments et que si donc on se base sur l'intelligence artificielle
comme un savoir universel, on va se heurter à des considérations géopolitiques et d'entraînement. Et c'est ce qui fera aussi la différence entre une personne bien formée à l'intelligence digitale à une personne qui pourra prendre pour acquis des réponses qu'elle reçoit. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que vous devez aussi enseigner à vos étudiants l'esprit critique face à la machine. Alors, pas que nous, on le fait, mais il faudrait que tout le monde le fasse et pas que les étudiants. Si vous voulez faire un test chez vous, demandez de la littérature sur n'importe quel sujet. Il vous donnera probablement, alors ça s'est un peu amélioré, mais il vous donnera des noms comme Davis, parce que c'est des noms très courants pour des chercheurs. Un certain Davis aurait travaillé par exemple sur les données personnelles, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que c'est de la probabilité. Donc c'est quelle est la probabilité qu'un chercheur ait ce nom de Davis, comme il y a beaucoup de recherches anglo-saxonnes, Davis est un bon nom. Donc il vous dira John Davis a écrit sur ce sujet-là, alors que c'est faux, par exemple. Donc si on n'a pas d'esprit critique sur la réponse donnée, il y aura des fausses vérités. C'est aussi un enjeu par rapport à la manière dont on va nourrir ces intelligences artificielles, notamment en termes de protection des données, puisqu'elle peut les stocker et les repartager. Et donc c'est aussi une maîtrise à avoir dès le début. Alors oui, tout à fait. Après ça pose, de toute façon, ce genre de questions, c'est les données personnelles à travers le numérique ou le digital. Juste ça aggrave le phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des données partagées, on peut divulguer de l'information qu'on n'avait pas envie de divulguer. Un exemple très récent, c'est les gardes du corps de Macron qui ils utilisaient Strava pour courir et du coup on pouvait savoir où est-ce que était le président de la République. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Pour l'intelligence artificielle, il y a exactement la même chose. Aujourd'hui, des gens mettent leurs données médicales pour savoir si la radio elle est bien faite, si le médecin a fait la bonne analyse, qui nous dit que demain, ces données ne seront pas achetées par des assureurs pour savoir si vous avez déjà eu telle ou telle chose. Après, je ne veux pas tomber dans le pessimiste. L'intelligence artificielle est une vraie découverte innovante et plein de bienfaits, je pense. Il y a plein de résultats dans la littérature scientifique qui montrent des aspects positifs. Par exemple, l'intelligence artificielle peut aider à diminuer l'aspect conspirationniste, parce qu'elle prend beaucoup plus le temps. Quand quelqu'un vous dit la Terre est plate, vous le regardez de haut et vous dites qu'il est complètement stupide, par exemple. Là où l'intelligence artificielle ne le fait pas et va essayer de démontrer, par exemple, petit à petit, parce que l'individu va poser des questions. Alors explique-moi pourquoi à l'horizon on voit qu'une ligne, il va lui répondre calmement, il va avoir la réponse. Donc il y a des résultats dans la littérature qui montrent aussi beaucoup d'aspects positifs. C'est meilleur pour la détection de certains cancers, etc. Donc il ne faut pas tomber dans quelque chose non plus de 100% à la main. On ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. Le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain, pardon. L'intelligence digitale, on le voit, hein, elle transforme les métiers, les compétences requises. À IMT Business School, j'imagine que vous avez dû adapter l'ensemble des programmes pour répondre à cette révolution. La formation, elle joue un rôle clé pour permettre aux futurs managers de naviguer dans ce monde digitalisé. Quelles compétences deviennent aujourd'hui indispensables pour travailler dans un environnement dominé par l'intelligence digitale ? Je pense qu'une acculturation au monde numérique, ça c'est le premier point. Une compétence technique, on ne peut pas avoir que des soft skills, même si le but n'est pas de remplacer des ingénieurs, c'est juste d'avoir suffisamment de technique pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est un esprit critique, on vient de le mentionner. Être critique envers la technologie, mais d'un point de vue encore une fois positif et négatif, savoir ce que ça apporte de positif et de négatif. Et aussi, je pense, une vraie curiosité intellectuelle. Je pense que le plus important quand on est enseignant, c'est de créer une curiosité. J'ai devant mes étudiants, j'ai par promo peut-être 20-30 heures. En 20-30 heures, je ne vais pas moi révolutionner. J'ai plein de collègues et peut-être l'ensemble fera quelque chose de satisfaisant. Mais je pense que le plus important, c'est la curiosité. Si on arrive à éveiller la curiosité des étudiants sur, allez lire ça, regardez ça, regardez ce fait, regardez ce cas concret, et qui vont voir et qui s'intéressent et qu'il y a un effet boule de neige,
C'est extrêmement, je pense que c'est la meilleure façon de faire, surtout qu'aujourd'hui, dans un monde digital, l'accès à l'information est facile. La bonne information, c'est plus difficile, mais l'accès à l'information est facile. Vous avez Wikipédia, par exemple, vous avez des formations, vous avez des vidéos YouTube, des podcasteurs, etc., qui font très bien le travail. Il faut juste se faire preuve d'un peu de curiosité. Donc l'idée, c'est vraiment de développer parmi ses compétences la curiosité, mais comment IMT Business School intègre-t-elle l'intelligence digitale dans les programmes de formation pour préparer les étudiants à toutes ces nouvelles réalités? Alors, encore une fois, je pense qu'il y a des cours spécifiques, c'est-à-dire qu'il y aura des cours comme ceux que je donne, très portés sur l'analyse de données, l'intelligence artificielle, dédiés à ce fait-là. Et je peux penser à plein de cours, et si vous regardez la maquette, il y a énormément de cours sur ce sujet-là. Et l'autre façon de faire aussi, c'est de teinter chacun des cours avec un aspect digital. Donc par exemple, pour donner un exemple, à l'Institut Mines Télécom Business School, on ne fait pas du marketing, on fait du marketing digital. Donc quelles sont les spécificités du marketing avec le digital? On ne fait pas de l'économie, on fait de l'économie digitale. Donc moi je fais des cours d'économie très classiques, dans lesquels les exemples donnés sont ceux du monde numérique, dans lesquels les études de cas sont ceux du monde numérique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour un étudiant, qu'il soit débutant ou même peut-être un professionnel en reconversion, quels outils, quelles ressources vous recommanderiez de regarder, avec lesquelles il devrait être attentif pour justement se former à l'intelligence artificielle? Je pense qu'il faut prendre la ressource avec laquelle on est à l'aise. C'est-à-dire que certains, ça va être les vidéos. Donc vous avez accès à des vidéos aujourd'hui de professeurs du MIT avec des sous-titres en français qui vous font un cours sur l'intelligence artificielle, par exemple. Vous avez, nos cours qui sont disponibles sur les plateformes et quand vous intégrez l'école. Vous avez ce genre d'éléments qui sont à disposition. Si pour certains d'autres, c'est le cours classique d'aller en amphithéâtre, de lire, d'apprendre sur des livres, il faut le faire. Et d'ailleurs, un fait intéressant, c'est que la génération Z et la génération qui, depuis les 4-5 dernières générations, est celle qui lit le plus, qui achète le plus de livres. Donc on a un retour aux livres dans un monde noyé du numérique alors qu'on pensait qu'il allait disparaître. Les effets sont assez faibles, mais dans un monde où tout ce qu'on voit en ligne, on ne peut pas savoir si c'est de qualité, si c'est vérifié, etc., il semblerait que la nouvelle génération qui arrive reprenne goût aux livres. Peut-être parce qu'ils sont déjà entourés, eux, dès le plus jeune âge de digital. Peut-être, et voilà. Donc, peut-être pour avoir un autre regard. J'imagine aussi qu'il y a un certain nombre de collaborations qui doivent naître entre des entreprises, des startups qui viennent justement aider à la formation des étudiants sur les compétences liées à l'intelligence artificielle. Évidemment, moi je suis impliqué par exemple à titre personnel, mais au niveau de l'école, mais ça montre une personne dans l'école, et après c'est pareil à tous les niveaux dans l'école, mais personnellement je participe à des événements de l'Institut Carnot TSN, donc, qui sont des groupements d'entreprises et d'académiques qui permettent justement ce lien entre chercheurs institutionnels et entreprises. Le projet MacMia dont je parlais aujourd'hui, il y a plein d'entreprises privées qui veulent en fait et qui mettent la main à la pâte et qui nous disent voilà ce qu'on aimerait et voilà comment on voudrait que vos étudiants soient formés. C'est le but de ces projets-là. Donc il y a Capgemini par exemple et plein d'autres entreprises. Donc les liens entre entreprises et enseignants-chercheurs sont très présents. Et ce qui est assez fascinant actuellement, c'est quand j'ai commencé ma carrière, c'était beaucoup des liens avec de la boîte de la tech. Donc je pouvais avoir des rendez-vous à Google ou ailleurs. Là aujourd'hui, vous avez des entreprises dans le secteur du médical, vous avez des entreprises dans le secteur du marketing, vous avez des entreprises, et tout le monde est en demande de cette intelligence digitale, ou en tout cas de pouvoir mettre en place les outils du numérique dans leurs entreprises. Et les startups ne sont plus nécessairement dans le secteur de la tech. Non, après, souvent, il y a quand même une partie tech dedans, mais c'est plus le secteur prédominant. Voilà.
Les compétences techniques, elles sont cruciales, et ça vraiment, on le voit, mais selon vous, quels sont vraiment les soft skills qu'il faut garder en tête dans un monde de plus en plus façonné par l'intelligence digitale et l'IA? Les soft skills qu'il faut arriver à, à garder, je pense, sont les mêmes qu'avant. Ça pourrait être l'esprit critique, ça pourrait être mener un projet de A à Z, ça peut être avoir de l'empathie pour bien gérer une équipe, ça peut être évidemment parler anglais, mais ça on ne va pas rentrer dans ces détails de tous les soft skills, mais les soft skills du manager du monde d'avant doivent rester les mêmes. Juste, elles doivent être teintées de numérique ou d'intelligence digitale. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'intelligence digitale, il y a le fait que la collaboration va devoir être différente. Il y a l'utilisation des outils du monde numérique, donc on peut penser à plein d'outils qui peuvent faciliter la communication, mais il ne faut pas croire non plus que ce n'est pas parce qu'on a plein d'outils de communication à disposition qu'on communique mieux. Ça a été le fantasme des années 90-2000 avec l'arrivée d'Internet, etc. On pensait que ça allait être la paix dans le monde parce qu'on allait enfin pouvoir se parler, etc. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc il faut garder une certaine forme d'empathie et savoir gérer un projet de bout en bout. Donc manager les forces, savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun, les mettre au diapason et ainsi de suite. Voilà. Pour être très précis, quelle est la différence entre l'intelligence digitale et l'intelligence artificielle? On parle des deux. Ouais. L'intelligence digitale, si vous voulez, ça englobe tout. Alors que l'intelligence artificielle est une sous-partie de l'intelligence digitale, pour moi. Donc, dans l'intelligence digitale, vous allez avoir le maniement de l'intelligence artificielle, l'esprit critique, ce qu'on a déjà parlé. En revanche, l'intelligence digitale va plus se porter sur tous les aspects du numérique ou du digital, c'est-à-dire que par exemple, ne pas cliquer sur un mauvais lien dans un email, savoir ce que c'est que le civisme numérique. Donc, c'est pas parce qu'on est anonyme sur Twitter qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Le harcèlement numérique, c'est une vraie question. Former les managers de demain à ces sujets-là, c'est aussi former les parents de demain, par exemple sur le harcèlement scolaire sur Internet. C'est aussi être sûr que quand on clique sur un lien, c'est pas et qu'on paye, qu'il y ait bien le HTTPS, la sécurité. Ça va être savoir utiliser les données qui nous sont transmises. Donc par exemple, plutôt que prendre le premier assureur ou ceux de nos parents, aller regarder un comparateur d'assureurs pour être sûr qu'on peut payer moins cher pour les mêmes garanties, etc. etc. Quel conseil vous partageriez avec celles et ceux qui peut-être encore hésitent à intégrer l'intelligence digitale dans leur approche professionnelle? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je vais citer un collègue très connu, Annie Diagos, qui a travaillé pour toutes les entreprises de la tech, de Google à Alibaba et en passant par eBay, etc., qui dit sur les managers, qui dit que l'intelligence artificielle ou l'intelligence digitale ne remplacera pas les managers. Par contre, il y aura les managers qui savent l'utiliser et ceux qui ne le savent pas. Et donc ceux qui savent l'utiliser remplaceront ceux qui ne savent pas l'utiliser. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise doit faire face au digital. Que ce soit le vendeur de fruits et légumes, de la boîte de la tech, de l'entreprise de fashion, de l'entreprise de voiture, tout le monde est confronté au digital. Et donc, nier cette vérité-là, c'est juste faire l'autruche. Et je pense qu'il n'y a pas le choix. Mais justement, comment vous les définiriez, ces grands défis, ces opportunités à venir dans ces domaines, à la fois pour les entreprises, les individus? On voit bien, c'est pour tout le monde, vous le disiez, même lorsqu'on vend des légumes. Les grands défis, les grandes opportunités. Les grandes opportunités, je pense que la première grande opportunité, ça va être réussir à traiter le flux d'informations qui arrive dans les entreprises. C'est-à-dire que par exemple,
juste vous lancez un nouveau produit. Avant, on faisait appel à une multitude d'experts pour savoir quelle couleur il devait être, comment, où est-ce que c'était le bon emplacement sur la page de mon site internet ou même dans ma devanture. Aujourd'hui, juste sur quelques modifications, vous pouvez réussir à faire des tests qui avant coûtaient extrêmement cher de manière très simple. Donc par exemple, la moitié de vos utilisateurs voient le produit bleu, l'autre moitié voit le produit rouge et vous voyez lequel se vend le plus. Et vous avez ce qu'on fait en médecine, un groupe de contrôle et un groupe de traitement, comme en médecine, dans un environnement contrôlé. Et du coup, vous pouvez savoir lequel se vendra le mieux. Donc ça fait partie, savoir traiter le flux de données qui va arriver. Le deuxième défi, ça va être la bonne intégration de l'intelligence artificielle. Quand je dis la bonne intégration, c'est-à-dire qu'elle soit utile, parce que c'est pas parce que ChatGPT répond à vos emails que c'est forcément utile, bien fait et on pertinent, voilà, et on l'a vu quand il y a eu plein d'outils qui sont arrivés par exemple, je ne sais pas si vous faites des visioconférences, mais les choses qui faisaient des comptes rendus automatiques. Déjà, c'est pas souvent très bien fait. Deuxièmement, c'est souvent très très long, et donc du coup, c'est pas efficace. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des comptes rendus de 20 pages d'une visio. Surtout, l'intelligence artificielle va avoir du mal à peut-être aller chercher les éléments les plus importants, à avoir une hiérarchie de l'information. En tout cas, ce ne sera pas forcément les mêmes que ceux que vous voulez donner. Donc voilà, il faut que ça soit utile à tous les niveaux, c'est-à-dire du board de direction, en passant par l'employé qui fait le cœur de métier. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé quand on fait des entretiens avec les entreprises ou qu'on discute, c'est qu'il y a souvent cette distinction entre la base et la hiérarchie. Et ça ne va pas forcément dans le sens qu'on le pense, c'est-à-dire que des fois, dans la hiérarchie, tout le monde dit « ah oui, c'est génial la donnée, etc. » Mais ils ne veulent pas se confronter, parce que se confronter à une valeur statistique, numérique, par exemple, c'est aussi montrer qu'on a pu avoir tort. Donc, quand le directeur dit « c'était comme ça » mais que les chiffres montrent le contraire, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, tous ces éléments-là sont des vrais défis, Et il va y avoir un défi sociétal qui va être le défi énergétique. Quel message vous pourriez adresser à celles et ceux qui souhaitent se former au métier du marketing et de l'économie numérique? Vous leur diriez quoi? Foncez. C'est le seul message que je peux faire passer, c'est foncez, allez-y. Déjà parce que c'est extrêmement intéressant, parce que ça bouge tout le temps. Donc la vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain et du coup c'est passionnant. Et deuxièmement, aujourd'hui, encore une fois, la transformation, on en est qu'au début de la transformation numérique dans les entreprises et que donc on aura besoin de force et de capital pour aider à cette transformation, qu'elle soit bien faite, tant de manière efficace que de manière éthique. Merci beaucoup Vincent Lefrère pour cet échange passionnant, maître de conférences en économie. Dernière question, en quoi selon vous IMT Business School peut répondre justement aux attentes de celles et ceux qui là veulent se former dans un monde de plus en plus façonné par l'intelligence digitale? Alors merci à vous. Et je pense que l'école, pour nous, c'est pas nouveau, le numérique. L'école, ça fait 30 ans qu'elle se base sur les télécoms et le numérique. Parce qu'aujourd'hui, en effet, comme on voit ce raz-de-marée arriver, toutes les écoles disent qu'ils font du numérique, du digital, etc. C'est souvent juste du marketing, c'est-à-dire on change le titre et on dit c'est numérique. Dans l'école, à l'Institut Mines-Télécom Business School, il y a une vraie acculturation au numérique. Et donc, du coup, les professeurs sont des spécialistes. L'école a été construite et donc est fabriquée pour former les étudiants à l'intelligence digitale. Merci encore Vincent Lefrère, maître de conférence à IMT Business School. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous autour de cette intelligence digitale. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite également à redécouvrir même notre premier podcast sur l'entrepreneuriat. C'est un échange passionnant avec Sébastien Cowet, directeur de l'incubateur et un étudiant entrepreneur d'IMT Business School qui était avec nous en plateau. Merci et à très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast IMT Business School.